Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui Femmes et terres en République de Guinée. C'est le titre de l'ouvrage de Moustapha Keïta Diop, l'auteur lui-même. Il est avec nous sur le plateau. On va tenir la causette tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Femmes et terres en République de Guinée. Moustapha Keïta Diop. Cet ouvrage est l'aboutissement de plusieurs années de recherche socio-anthropologique et d'enquête de terrain. Une bonne partie des sources et matériaux exploités ont été recueillis sur le terrain et analysés en relation avec les réformes foncières successives intervenues en Guinée avant et après la période coloniale. Processus que l'auteur a directement et localement observé dans la plaine de Timbi Madina au Fouta Djallon. Moustapha Keïta Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour, je connais. Oui, c'est un énorme plaisir pour nous, je dirais même un cadeau de vous avoir sur le plateau de Parenthèse. Moi-même, c'est un plaisir parce que ça fait un bon moment qu'on court l'un après l'autre pour pouvoir se retrouver. C'est un plaisir d'être ici pour parler un peu de la question foncière. La question foncière, donc justement, la question foncière, puisque c'est le sujet même de cet ouvrage, qui est le fruit de longues années de recherche, d'observation, etc., sur la question du foncier. Alors, juste très rapidement avant de commencer, cet ouvrage, donc, téléspectateurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, Femmes et terres en République de Guinée, donc de Moustapha Keïta Diop, c'est la deuxième édition, hein, donc c'est même marqué là-dessus, c'est une nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de la toute première édition qui est celle-là, donc on vous présente ça comme ça, qui est publié sous le titre « Réforme foncière et gestion des ressources naturelles en Guinée ». Fondamentalement, le contenu n'a pas changé, hein, juste que vous avez voulu mettre en avant le rôle et la place qu'occupe la femme dans tout ce qui est question liée au foncier. Alors, c'est bien ça. C'est bien ça, parce que la première édition, c'est vrai que on visait la politique foncière, donc comment réformer et donner une orientation au droit foncier dans notre pays. C'était en fait la préoccupation, mais en fait, les résultats de nos travaux, parce que c'est une thèse que j'ai soutenue sur le foncier rural en Guinée, dans la zone de Timbi Madina, c'est que les résultats montrent bien la place qu'occupe la femme dans les transactions foncières. D'abord, souvent, les gens, quand ils se marient, et parfois, ils se marient dans une autre localité. Ils ont accès à la terre parce qu'ils ont épousé telle femme. Et généralement, quand le mari décède, c'est sa femme qui gère en attendant que ses enfants grandissent. Parce qu'on s'est rendu compte que la femme est au centre de toutes les transactions et qu'elle est au cœur de la famille. Et c'est le pilier. Il y a une expression très intéressante que les Antillais utilisent. On appelle le pilier de ce qu'on appelle le potomitan. Le potomitan, c'est une expression antillaise, des Antilles françaises, qui veut dire le pilier, parce que c'est généralement aux Antilles, ce sont les femmes qui élèvent le plus en plus les enfants. Donc on se rend compte le rôle. Et je me suis rendu compte finalement qu'il fallait mettre ça en avant dans la deuxième édition et montrer l'importance et la place des femmes, puisqu'on les exclut paradoxalement de plus en plus dans la succession. Alors qu'elle-même qui est à l'origine de toutes les mutations, affectations du foncier. Donc c'est important de mettre ça en avant. C'est pour cela que c'est à peu près le même ouvrage, mais qui n'a pas symboliquement le même message. Moustapha Keïta Diop, donc avec nous sur le plateau de Parenthèse aujourd'hui pour faire la causette autour de son ouvrage Femmes et terres en République de Guinée. Donc justement, pour votre grand bonheur, nous avons comme sujet central, donc c'est parce que c'est le thème qui est abordé de plein fouet par l'auteur Moustapha Keïta Diop, d'ailleurs que je propose de faire de la connaissance. Vous êtes professeur de socio-anthropologie du développement à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia Conakry. Alors ici, au sein de cette université, vous êtes
directeur adjoint de l'école doctorale en Avant. sciences humaines et sociales. Oui, avant, C'est oui. important. Oui. Et puis, donc, oui, vous êtes aussi directeur du master Oui. acteurs sociaux et développement local. Oui. C'est le MASDEL. Le MASDEL. On va en parler d'ailleurs. Vous formez Des étudiants. vous êtes en train de former une génération, on va dire comme ça. Spécialité de développement, oui. Voilà, Local. master de développement local, parce que c'est important de le souligner. Vous êtes directeur du laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée. Le LASAG. Le LASAG, toujours au sein de la même université, Sonfonia donc. Vous êtes aussi chercheur associé à l'unité Panthéon-Sorbonne et membre du réseau ouest-africain en sciences humaines et sociales. Je suis tout récemment donc, doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Sonfonia. Donc, doyen de la faculté des sciences sociales de l'université aussi. Et ça, il faut le rappeler, parce que bon, c'est tout récent. J'ai personnellement été témoin de ça. Vous avez une longue et riche expérience d'enseignant-chercheur en France, notamment dans les universités de Paris 1 et puis le Paris 8, je crois. À l'IEDS aussi, l'Institut d'études économiques et sociales. L'Institut d'études économiques et sociales à Paris. Et pendant ce long séjour d'enseignant-chercheur en France, vous étiez très actif, ça on le sait, pendant de longues années d'ailleurs au sein de la communauté, au sein de la diaspora guinéenne. Notamment, je veux penser à l'OPSA, l'Observatoire politique et stratégique africaine, où vous avez en collaboration avec Madame Bangoura, Dominique Bangoura et Tétémadi Bangoura. Tétémadi Bangoura. Et puis d'ailleurs, vous avez coécrit un ouvrage très intéressant sur l'Harmattan d'ailleurs. Quelle transition politique pour la Guinée? Quelle transition politique pour la Guinée? Alors, on a bien suivi tout ça, et c'est d'ailleurs le lieu pour nous de rappeler ce passage, tout ce parcours intéressant, pour amener à comprendre justement tout l'intérêt que nous avons accordé à votre travail. Alors, on ne pourra pas évidemment aborder tout le contenu de l'ouvrage, ce n'est d'ailleurs pas l'objectif, mais vous faire rencontrer, vous faire connaître, chers téléspectateurs, cet auteur et surtout ce travail pour inviter tous ceux qui travaillent dans le domaine, ou en tout cas tous ceux qui peuvent être intéressés par la question du foncier en Afrique, parce qu'il s'agit de ça. Absolument. Et puis très rapidement, une petite parenthèse, je rappelle aussi qu'au sein de l'université, vous avez organisé un colloque international sur la question du foncier. C'était la journée scientifique organisée en collaboration avec la chaire UNESCO du défi partagé de développement, qui collabore, c'est l'université Paris 1, qui continue justement à appuyer toutes nos initiatives, accompagner pour que la Guinée, qu'on puisse avoir des animations scientifiques et faire venir les enseignants, chercheurs et donner aux étudiants d'autres horizons. Parce que l'étudiant, ce n'est pas l'accumulation de connaissances, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture, avoir un horizon intellectuel et avoir d'autres enseignants, d'autres expériences. Bien. Donc, la question du foncier, donc la question du terre, de son acquisition, mais surtout de sa préservation et puis de sa transmission à sa progéniture. Il est question de tout ça. Et très rapidement, pour rentrer dans l'ouvrage, il y a quelque chose d'extraordinaire. L'ouvrage est préfacé par une éminente personnalité. Et là, on s'aperçoit quand on lit la préface, c'est extraordinaire pour les téléspectateurs qui voudront découvrir. Monsieur Pierre-Philippe Rey, et d'ailleurs qui invite à une lecture circulaire de votre ouvrage. Il dit, parce qu'effectivement, cet ouvrage que voici, alors votre ouvrage aborde la question du foncier en allant loin en arrière, des centaines d'années en arrière, pour ne pas dire 1000 ans en arrière, pour tenter de comprendre. Et c'est vrai qu'en lisant l'ouvrage, on se dit à un moment donné, oui, mais est-ce qu'il a besoin de nous faire une histoire parce que bon, la période de la colonisation est abordée, la période post-coloniale est abordée, et jusqu'au moment récent. Et c'est vrai aussi que votre thèse, votre ouvrage, qui est le fruit de la thèse, qui porte sur le foncier, vous êtes parti aussi sur le cas de Timbi Madina, où toutes les dynamiques sociales sont passées au louple. Puis c'est vrai aussi qu'il faut rappeler que c'est une étude qui porte sur une longue période, en tout cas plus de 10 ans, pour tenter de comprendre toute cette dynamique, comment acquérir la terre. Alors on va vous laisser dire un petit mot sur l'ouvrage, mais avant j'ai envie aussi de dire que votre ouvrage est structuré autour de 3 parties. Il y a une partie sur terre, dont le titre est Terre et sacré.
La deuxième partie, c'est terre et territoire. Oui. Et la troisième partie, c'est terre et marché. Oui. Je faisais allusion à Absolument. la préface de Pierre-Philippe Rey. Pierre-Philippe Rey, qui invitait à une lecture circulaire. Parce que la première partie de l'ouvrage, on se dirait oui, mais il aurait dû commencer directement sur le sujet. Le lecteur peut se demander pourquoi. Et lui, il dit, on ne comprendra l'intérêt de la première partie que lorsqu'on aura tout lu. Il faut tout lire. D'où l'idée de cette invitation. Ce n'est pas une lecture thématique, ce n'est pas un séquentiel. C'est que simplement la démarche scientifique veut quand même qu'on présente les thèmes. Mais c'est une approche dynamique du foncier, mais qui montre aussi qu'à partir de la première partie, on a la sacralisation de la terre. Oui. La sacralisation, c'est l'origine, c'est pour remonter aux sources, à la fondation, au sacrifice originel qu'on fait pour s'installer sur une terre. Donc c'est ça, les caractères sacrés, les chefs de terre. Et qui définit d'ailleurs aussi le rapport que l'homme a à la terre aux aussi, origines. Le rapport donc, qui faisait que la terre n'était pas vendable. On s'installait, on ne vend pas la terre. On ne possède pas la terre, on est possédé par la terre. La terre nous appartient. Donc, il y a toute cette histoire très ancienne de rapport sacré que l'homme a avec la terre, en lien avec la terre, que je rappelle et qu'on dépasse aussi dans la deuxième partie lorsqu'on parle du territoire, parce qu'en fait, le territoire, on entre dans une dimension politique. C'est-à-dire tout simplement que l'individu appartient à un village, donc à un territoire, et que c'est son appartenance politique qui donne l'accès à la terre. Si vous êtes guinéen, que vous pouvez posséder la terre. Oui. Vous êtes de tel village, de tel clan, de tel lignage. Et ça, on est dans une dimension territoriale. Et ça permet de montrer que l'accès à la terre n'est pas simplement un phénomène individuel. C'est appartenir à une collectivité. Et là, on a là une dimension territoriale qui donne, que ce soit, disons, quelle que soit l'échelle, parce que les territoires peuvent être au niveau du village, au niveau de la commune, et puis ça peut prendre jusqu'à l'échelle internationale. Et tout ça, c'est régulé. Donc là, on a la régulation qui apparaît. Femmes et terres en République de Guinée. Femmes et terres en République de Guinée. Donc l'ouvrage, le tout dernier ouvrage donc, de Moustapha Keïta Diop. D'ailleurs, autour de votre nom, il y a quelque chose de très charmant. Absolument. Qui même peut apparaître comme militant pour la cause féminine. Et absolument, ça, c'est tout à votre honneur. Parce qu'effectivement, votre nom, à la base, c'est Moustapha Diop. Mais comme vous avez décidé de mettre en avant le rôle et la place, le poids de la femme dans les enjeux autour de la question foncière, vous avez mis la photographie de votre maman. Maman à laquelle vous attribuez un grand hommage. Et en même temps, c'est un hommage pas que pour votre maman, mais pour toutes les femmes du monde. Et ça, c'est très charmant. On l'a aimé, c'est charmant, mais c'est surtout que, comme vous avez rappelé, effectivement, c'est une triple dimension. Premièrement, c'était rendre hommage à ma mère, d'abord, parce qu'elle a beaucoup fait, c'est elle qui m'a poussé à poursuivre mes études. Donc, on le doit beaucoup. Comme la plupart, à chaque fois, je vois les femmes sortir à 5 h du matin. Et d'ailleurs, ma maman, elle vendait. Elle n'a pas été à l'école. Non, elle n'a pas été à l'école. Elle vendait comme les femmes qui sortent à 4 h, 5 h du matin pour aider et soutenir les enfants. Ma mère faisait pareil. Elle n'est pas allée à l'école, mais elle a encouragé. Et son matronyme, Keïta, dans une deuxième dimension, montre simplement que dans nos familles, souvent dans nos alliances, dominées par la relation patrilinéaire, c'est-à-dire que c'est le nom du père qui l'emporte, on oublie les alliances. Et j'ai rappelé que c'est grâce aux femmes. Bon, mon père a eu la terre à Madina grâce à la famille de ma mère. Okay? Et donc souvent, cette femme est reléguée et son nom disparaît dans la génération. Et donc c'est pour cela, pour se rappeler qu'une famille, c'est deux piliers, le père et la mère. Et donc, j'ai remonté. Et si on adoptait les deux, si chaque famille en Guinée adoptait le patronyme et le matronyme, vous allez voir, même le problème ethnique, c'est fini. Puisqu'on voit les alliances apparaître. Or, généralement, les alliances sont cachées. Et ce qui fait qu'on dit, il est gallo, c'est un peu, mais sa maman est Camara, son père voilà. Donc, ça, c'est une dimension très importante. Et je le revendique, pour provoquer la société à pousser, adopter les deux. J'ai vu Sansi Kaba qui a quitté, lui-même il assume. Il faut assumer les deux, le patronyme et le matronyme, et ça casse
Et aucun politique ne peut s'infiltrer, montrant que vous êtes seul comme un peu, alors que votre maman est camarade. Oh, mais aussi les politiques jouent aussi sur ça, en cachant les alliances et en essayant de manipuler. Et c'est la troisième dimension du livre. Oui. Donc si vous remontez tout ça, qui peut vous manipuler sur la base du fait que vous êtes Fofana, vous êtes Camara, votre maman est Camara qui a quitté tout. Donc la Guinée, aujourd'hui, comme disait l'autre, c'est une famille. Et ces alliances sont souvent cachées par la manipulation politique. Bien, donc la manipulation politique donc, qui cache ces alliances, parce qu'effectivement, vous l'écrivez dans votre ouvrage. Et c'est vrai que, voilà, novice, lecteur que je suis, tout le long de la lecture, on se pose beaucoup de questions. Oui. Par moments, on se dit, et vous allez rigoler, je sais bien, mais je dis ce que j'ai senti en tant que lecteur. Je dis, par moments, on se dit, oh, mais tiens, c'est un livre d'histoire. Puis par moments, on dit, ah, ben, c'est un livre de sciences sociales. Enfin, est-ce que c'est un livre de géographie? Parce qu'il s'agit aussi de l'espace. L'espace est au cœur de votre ouvrage. L'histoire est au cœur de votre ouvrage. Et même les questions de succession, les liens avec... C'est vraiment, finalement, on se dit, mais la Terre est au cœur de nos vies. Je veux dire, vous avez un aspect, là vous avez l'aspect juridique, l'aspect économique, l'aspect politique, vous avez un aspect environnemental, parce que chaque fois qu'il y a besoin de s'installer, on va détruire. Et puis aujourd'hui, effectivement, depuis les premiers, depuis cette histoire, avec ces implications sur toutes ces dimensions-là, avec tout le temps qu'on a connu, avec les mutations que nos sociétés ont connues au gré des politiques et des conjonctures économiques, etc. Jusqu'à aujourd'hui, le problème du foncier, en gros, dans notre pays, on s'aperçoit donc à la lumière de votre ouvrage, de tous les éléments que vous nous apprenez, que l'ouvrage nous apprend, que effectivement, les problèmes, pour ce qui concerne le foncier, ne font que s'accumuler dans notre pays. On se souvient encore très récemment du déguerpissement qui a fait beaucoup de bruit sur Cap-Ororail. Effectivement, que la question du foncier doit être regardée avec plus d'objectivité, plus d'intelligence. Absolument. Je pense que c'est un ouvrage interdisciplinaire et pluridisciplinaire, parce que tout simplement, le foncier, c'est un fait social total. C'est transversal. Quand vous touchez au foncier, vous touchez à tout. Et c'est pourquoi, si le foncier n'est pas réglé, rien ne peut fonctionner. Le foncier est extrêmement important. Or, en Guinée, l'héritage colonial qu'on a repose sur ce qu'on appelle la domanialité publique. C'est que l'État est devenu propriétaire des terres tout au long. Et c'est un héritage qu'on a eu. Alors que c'est seule la colonisation imposée. On oublie qu'en Europe, là où les colons viennent, le foncier est une affaire privée. C'est l'affaire des communautés et pas de l'État. L'État, je le rappelle encore, malheureusement pour nos dirigeants, c'est que l'État n'est intéressé que par la fiscalité foncière. L'État garantit l'habitation. L'État n'est pas censé être propriétaire. C'est la colonisation qui nous a imposé le système de domanialité, parce que le système de domanialité était simplement organisé pour installer les colons. Et nous, jusqu'à présent, nos États n'ont pas dépassé la domanialité publique. La terre n'appartient pas à l'État. Ça choque beaucoup les gens. Mais la terre appartient aux communes. Par contre, l'État doit organiser son territoire. Bon, il y a des domaines réservés, il y a des terres de communauté, villageois, des terres des collectivités locales, avec les mairies, parce que c'est les maires qui doivent gérer les terres, ce n'est pas le préfet. Mais on est encore dans cette logique de domanialité qui font qu'on a tous ces conflits-là. Or, l'État, non seulement on est dans la domanialité, mais l'État n'est pas un État d'anticipation, un État qui maîtrise son espace, parce que déjà, l'État ne travaille pas, n'aménage pas, n'anticipe pas. Et quand les populations occupent par anticipation ces espaces, et que l'État se réveille 10 ans, 20 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la force, il utilise la violence pour déguerpir les populations. Donc voilà un peu dans quel système qu'on est. L'État est devenu, n'a pas dépassé l'héritage colonial pour faire du foncier un outil de développement et un moyen de lutte contre la pauvreté. Ce qui s'est passé à Cap-Ororail, c'est quand même triste que dans son propre pays, on fait subir de telles violences à sa propre population. C'est incompréhensible. Mais les gens se sont installés. Si les gens se sont installés de façon... C'est par la négligence de l'État, il faut le dire. Et parfois même par la complicité des services techniques de l'État qui installent
les gens. C'est ça. On dit que possession vos titres. C'est l'État qui doit préserver. Vous savez ce que Bana Sidibé a fait toutes ces années pour préserver ces zones-là. Depuis qu'il n'est pas resté, depuis qu'il est parti, on n'a pas pu continuer. Donc il y a une négligence de l'État. Mais que cela ne tienne, une fois que le constat est fait, que les populations ont déjà occupé ces espaces, l'État doit négocier pour le recaser. Pas au nom de la loi. Le droit ne se résume pas à la loi. Parce que nos magistrats, je ne sais pas comment ils raisonnent. Oui. Le droit ne se résume pas à la loi. Il y a l'équité, il y a les droits de l'homme, et il y a surtout la dignité humaine. Ce sont des Guinéens, ils parlent la même langue que nous. On cherche des gens, des étrangers, mais on ne cherche pas quelqu'un dans son propre pays. Et ce qui s'est passé, moi, personnellement, m'a beaucoup touché. Je ne sais pas qui conseille qui dans ce pays, mais c'est vraiment quelque chose de maladroit qui ne donne pas une bonne image à l'État. Il y a eu déjà une première expérience en 1998, avec Caporal. On n'a pas tiré les leçons. En Guinée, on ne fait que politiser des problèmes qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui ont à voir avec l'aménagement, certes, du territoire. L'État en a besoin, mais doit se donner les moyens pour recaser les populations. Il n'est pas intervenu. Il y a l'art et la manière. Or, on voit une sorte de brutalité de la façon dont l'État intervient, ne donne pas une bonne image au pouvoir en place. Allez, Femmes et Terres en République de Guinée, donc l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui, avec son auteur, professeur Moustapha Keïta Diop. Donc, je rappelle encore qui est l'auteur de Femmes et Terres en République de Guinée. Alors, l'ouvrage met en avant le rôle et le poids de la femme dans les alliances et qui, malheureusement, donc justement, comme vous le dites dans l'ouvrage, les femmes, malheureusement, au cœur de cette dynamique. De la vie. De la vie. C'est la femme qui donne la vie. Oui, et elles sont malheureusement exclues dans les successions et vous en parlez. Alors, donc justement, et pour un peu vous insurger contre ça, vous avez choisi de prendre le parti des femmes en mettant en avant le patronyme, le matronyme, votre matronyme, Keïta. Pour encourager les connus à prendre aussi leur matronyme. Vous nous encouragez à prendre notre matronyme. Ça risque de faire long. Hein. Oui, mais ça fait long. Il y a des pays comme le Brésil, tous les pays qui ont donc la tradition Espagne, Portugal. C'est pour des raisons de succession qu'ils gardent. Vous voyez, même quand les femmes sont divorcées, et surtout, les maris riches, ils gardent toujours leur nom. C'est pour la succession. Alors, le titre qui fait donc l'objet de votre étude, c'est Timbi Madina, les plaines de Timbi Madina, sur cette localité que vos travaux de recherche ont démarré en 1996. Oui. Donc, ça commence à dater. Oui. Et puis, donc, toutes ces études-là portent sur cette localité. J'ai envie de dire, vous nous amenez, l'ouvrage parle de comment les hommes s'y sont installés par vagues, selon l'histoire successive, comment ils se sont maintenus et comment ils transmettent à leur progéniture le droit foncier, que ce soit bâti ou non bâti. Alors, pour parler un tout petit peu de cette particularité à Timbi Madina, qu'est-ce qui fait la particularité du foncier à Timbi Madina puisque en fait, je suis parti sur l'actualité. C'était qu'à l'époque, c'est que la pomme de terre prenait son essor à Timbi Madina à l'époque, et que la caisse française de développement avait sollicité de comprendre un tout petit peu, puisqu'on avait la pomme de terre avait commencé en fait dans les tapades, dans ce que moi j'appelle les Ganlesontoré. Et puis ensuite après, on a commencé à expérimenter la pomme de terre dans les bas-fonds. Et donc du coup, on a vu effectivement avec le marché à l'époque, les producteurs de pommes de terre voulaient vraiment avoir un peu une sorte de protection à l'époque. C'était sur l'instant d'un comté pour qu'on puisse vraiment vendre la production parce que c'est une denrée périssable. On ne peut pas conserver la pomme de terre très longtemps. Donc on produit, il faut vendre très rapidement. Donc à l'époque, on avait demandé qu'on ne peut pas empêcher les Libanais et autres d'importer la pomme de terre parce que la production locale ne couvre pas tous les besoins et sur les 12 mois de l'année. Or, la production de la pomme de terre, c'est un cycle très court de 3 mois. Et donc du coup, il fallait donc faire en sorte que les producteurs locaux puissent développer encore, faire la production sur les 9 mois de l'année au moins. Ce qui fait que, d'abord, il y a 3 mois dans les tapades, 3 mois dans les bas-fonds et 3 mois dans les plaines. Or, les plaines de Timbi Madina
est une plaine qui est occupée et par les anciens captifs au Fouta-Djallon, qu'on ne dit pas les Matiolo. C'est une zone très sensible et qui peut poser des problèmes très sérieux pour la mise en valeur de la propriété dans ces zones. Donc, ça a suscité des problèmes, des conflits très importants. Donc, la Caisse française de développement à l'époque, aujourd'hui l'AFD, m'avait envoyé pour étudier justement comment favoriser l'extension en tant qu'anthropologue. En tant qu'anthropologue. Pour comprendre, bien sûr, comment encourager et faciliter l'extension de la pomme de terre dans la plaine de Timbi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a révélé toute l'histoire, parce que dès qu'on parle des plaines de Timbi, c'est toute l'histoire du Fouta-Djallon qui remonte à travers les conquêtes, l'installation, la répartition et la distribution des terres entre les différents groupes, les concurrents, les dominés, etc. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment là, elle m'a donné l'occasion, moi-même, je ne connaissais pas. C'est la recherche. J'ai découvert, effectivement, se remonter jusqu'à l'histoire précoloniale pour montrer comment les Galonquais, d'abord les Bagas, les passages même des Bagas, signaler des passages dans les bas-fonds en particulier,